Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 13 février. Voici les titres de cette édition. La Vendée accueillera le départ du Tour de France 2018. L'annonce a été officialisée ce dimanche par le directeur de la course, Christian Prudhomme. Le peloton s'élancera le 30 juin 2018 de Noirmoutier. C'est la 6e fois de son histoire que la grande boucle partira de Vendée. Notre département accueillera 2 étapes. Explication au début de cette édition. Focus également dans ce journal sur une maladie qui touche 500 000 à 600 000 personnes en France, l'épilepsie. C'était ce lundi la journée internationale de cette pathologie neurologique qui se traduit par des crises plus ou moins espacées dans le temps. Nous avons rencontré Mathieu, un jeune homme de 31 ans qui souffre d'une forme sévère de la maladie. Et puis la Saint-Valentin, la fête des amoureux, c'est ce mardi. L'occasion de témoigner de ses sentiments, pourquoi pas avec des fleurs. Mais attention au choix du bouquet, faut-il offrir des roses rouges, roses ou jaunes, ou bien une autre plante? Réponse à la fin de cette édition, nous nous sommes penchés sur le langage amoureux des fleurs. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, le Vendée Globe avec l'arrivée ce lundi soir d'Éric Bellion au Sables d'Olonne. Le skipper de Comme un seul homme vient de boucler son tour du monde après 99 jours passés seul en mer. Éric Bellion termine donc 9e de ce Vendée Globe. Nous retrouvons tout de suite sur place en direct des Sables d'Olonne Élodie Pépin. Alors ça y est, Élodie, Éric Bellion en a terminé. Le bateau, le temps. Oui, tout à fait, Samuel. C'est à 17h58 qu'Éric Bellion a franchi la ligne d'arrivée. Il a ensuite pu remonter dans la foulée le chenal. Et vous le voyez peut-être derrière moi, eh bien, il est sur le podium. Le skipper est donc devant son public. Il explique son aventure. Il a notamment dit qu'il pensait abandonner dans les derniers jours de la course qui ont été vraiment très difficiles pour lui. Il a eu un problème avec son moteur, avec le rail de sa grand voile. Bref, Éric Bellion était à bout jusqu'à enfin arriver ici au Sables d'Olonne où le public est donc venu, vous l'entendez, l'acclamer. Éric Bellion qui est le premier bisu de cette 8e édition à boucler ce Tour du Monde et vous l'avez dit, qui s'offre une place, une 9e place, une très belle 9e place. Il n'y croyait d'ailleurs pas à cette 9e place avant de partir. En tout cas, Éric Bellion aura vécu une très belle aventure dans ce Vendée Globe. Il a pu faire passer son message. Arrêtons de nous focaliser sur nos différences visibles et concentrons-nous sur nos ressemblances invisibles. Voilà donc le message d'Éric Bellion qui a vaincu ses peurs et il dit de vaincre la peur de la différence. Éric Bellion qui vient de boucler ce Tour du Monde, un défi sportif mais aussi un défi humain. Merci beaucoup Élodie. On va écouter justement Éric Bellion, encore surpris d'avoir réalisé cette performance, boucler un Tour du Monde en solitaire en moins de 100 jours. Une réaction recueillie juste après son passage de la ligne d'arrivée. C'est l'aventure ultime. Et c'est ce que je pensais déjà au départ. Moi, je pensais jamais prendre le départ du Vendée Globe parce que pour moi, c'était le truc le plus dingue au monde. Il n'y a jamais eu un truc fou faire le tour du monde sur ces machines-là tout seul, c'est un truc de malade. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un truc de fou. Et après Éric Bellion, c'était Conrad Coleman qui était attendu au Sables d'Olonne. Mais le Néo-Zélandais a dématé vendredi soir. Il a dû larguer sa grand voile et son mât. Il va désormais tenter de terminer sa course avec un gréement de fortune fabriqué à partir de la baume et des voiles d'avant qu'il a pu sauver. Une opération de la dernière chance. Conrad Coleman est à 722 000 des Sables d'Olonne, au large du Portugal. Il s'apprêtait à boucler son premier Vendée Globe à la 10e place. Une 10e place désormais occupée par Arnaud Boissière. Le skipper vendéen de la Michelin est repassé devant au classement. Au dernier pointage de 18h, Cali était à 600 000 des Sables d'Olonne. Il devrait passer la ligne d'arrivée a priori jeudi. Il devrait être suivi par Fabrice Amédéo, attendu lui vendredi. Et après le Vendée Globe, c'est un autre événement sportif qui fait l'actualité, c'est le Tour de France. L'information était officieuse depuis quelques jours, elle a été officialisée ce dimanche. L'édition 2018 partira de notre département. Pour la 6e fois, la Vendée a été retenue par l'organisation de la course cycliste pour accueillir le départ de la Grande Boucle. Ce sera le 30 juin 2018. Le peloton restera 2 jours dans le département avec un parcours de 400 km sur les routes vendéennes. Pierre Dalicieux. Dans moins de 18 mois, les Vendéens vont revivre ce qu'ils ont vécu déjà en 2011 sur ces images. Le 30 juin 2018, c'est de Noirmoutier que partira le Tour de France. Avec un passage sur le Gois,
Une nouvelle annoncée par Christian Prudhomme, le directeur du Tour, ce dimanche pendant la mi-temps du match de rugby France-Écosse. Nous partirons en 2018 de la Vendée et des Pays de la Loire. Le passage du Gois, un passage phénoménal, c'est 4 km de route qui s'ouvre à marée basse entre le continent et l'île de Noirmoutier. Après 1976, 1993, 1999, 2005 et 2011, 2018 marquera le 6e départ du Tour de France en Vendée, avec à chaque fois un coût pour le département, 3 millions d'euros environ pour ce prochain départ, mais des retombées économiques considérables. 2011, c'était environ 22 millions d'euros qu'avait rapporté le Tour de France et ces quelques jours passés en Vendée. Le Tour s'installe quand même dans notre département pratiquement pendant 8 jours avec les phases de préparation. Et puis après, c'est sûr que les étapes qui se déroulent dans notre département ont une incidence inévitable en termes de retombées médiatiques et économiques. D'autant que pour cette édition 2018, ce sont 2 étapes qui sont prévues sur les routes vendéennes. Les coureurs sillonneront environ 400 km et traverseront de nombreuses communes. Nous avons 2 étapes complètes en Vendée, de 180 à 190 km, ce qui permet quand même, entre guillemets, de passer dans un certain nombre de communes de Vendée, avec la volonté aussi d'aller peut-être dans les secteurs où on est moins allé lors des derniers Tours de France. La 3e étape sera une étape organisée au niveau de la région, avec un départ ensuite, le 4e jour, de la région vers l'extérieur de la région. Après une année 2017 marquée par le Vendée Globe, la Vendée enchaîne donc avec un départ du Tour de France, 2 des événements sportifs les plus importants du pays. Et cette annonce autour du Vendée Globe, elle est évidemment très commentée par les fans de cyclisme qui se réjouissent de pouvoir une nouvelle fois applaudir les meilleurs coureurs professionnels dans le département. Le départ 2018 de la Grande Boucle était notamment au cœur des discussions ce dimanche à Saint-Jean-de-Mont lors de la 2e étape du circuit des plages. Écoutez. C'est génial. Les dernières fois, je crois qu'il y a eu 5 départs. On a vécu des choses extraordinaires au Puy du Fou, à Noirmoutier. C'est très bien. Je suis vachement content. Ouais, franchement. J'avais le souvenir en 2011, là, il était resté plusieurs jours. J'avais assisté au contre-la-montre aux Essarts. Enchanté. C'est très bien. Ça prouve que la Vendée est vraiment un pays qui produit du vélo. Toutes les communes peuvent accueillir, les grandes villes en Vendée peuvent accueillir le Tour de France. Voilà. Un bon départ sur la côte ou dans le bocage, ça serait très bien. Ce qui est beau à voir, bon, évidemment le Gois Noirmoutier et puis le Mont des Alouettes, la route de Cholet ou le Mont des Alouettes. Et une présentation officielle de ce départ du Tour de France 2018 est prévue le 28 février. L'ensemble du parcours sera, lui, dévoilé à l'automne prochain. Dans le reste de l'actualité, en bref, les suites de l'accident survenu vendredi dernier sur l'A83 à hauteur de Saint-Étienne-de-Briouet. Le conducteur grièvement blessé est décédé ce week-end au CHU de Nantes où il avait été héliporté. Il était âgé de 29 ans. Une enquête judiciaire a été ouverte pour comprendre pourquoi le camion qui transportait des bobines de papier s'est couché, provoquant une collision avec 5 autres véhicules. Je vous le disais dans les titres, ce lundi 13 février, c'était la journée internationale de l'épilepsie, une maladie qui touche en France 500 000 à 600 000 personnes. C'est la 2e pathologie neurologique la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Mais elle reste pour autant assez méconnue. L'épilepsie est liée à des décharges électriques soudaines dans le cerveau et se traduit par des crises. Nous avons rencontré Mathieu Rousteau. Son quotidien est rythmé par ces crises. Le jeune homme de 31 ans doit faire l'objet d'une surveillance ininterrompue. Sa maman dénonce le manque de structures adaptées dans la région pour prendre en charge ces adultes épileptiques. Rencontre signée Alix Lanos. Est-ce que tu veux jouer un petit peu avec ça ? Il y a autant d'épilepsie que de personnes épileptiques. Certains, avec un traitement adapté, vivent une vie quasiment normale. Mais pour Mathieu, 31 ans, ce n'est pas le cas. Il y en a 30% qui résistent au traitement. Mais voilà une crise. Chez lui, les crises sont fortes et quotidiennes. Une perte de conscience, spasme. Il faut faire attention pendant la crise qu'il ne se blesse pas. Voilà, s'il est coincé entre 2 meubles, il faut faire attention, protéger la tête, protéger... voilà. Mais il n'y a rien à faire. Il ne va pas se mordre la langue, il ne va pas l'avaler. Attends, viens. Quelques minutes plus tard, la crise est passée, mais Mathieu est confus, perdu.
Pour Christiane, la surveillance de son fils est constante. Faute de place dans un établissement adapté, Mathieu est revenu vivre à la maison depuis 5 ans maintenant. Normalement, il y a des textes de loi en France qui stipulent que toutes les personnes handicapées doivent recevoir les soins appropriés à leur état. Mathieu, ça fait 5 ans qu'il n'a pas de soins. Il n'a absolument rien. Souvent, le refus, c'est on ne peut pas assurer la sécurité de Mathieu parce qu'il fait des crises d'épilepsie trop nombreuses, il tombe trop souvent, nous, on n'a pas le personnel qualifié pour. Donc, si les établissements qui existent aujourd'hui sur le département n'ont pas le personnel qualifié pour s'occuper de Mathieu, il faut construire une maison avec du personnel qualifié. Allez, tu vas mettre tes chaussettes et tes chaussures, on va aller faire un petit tour dehors. Aujourd'hui, Christiane s'occupe à plein temps de son fils. Elle est rémunérée comme aidant familial, autour de 1 000 € par mois. Mais elle en est persuadée, Mathieu a besoin d'autre chose, de contact, de stimulation, de lien social. Alors pour lui et pour tous les autres adultes épileptiques, elle demande que la loi soit respectée et que l'on crée des structures adaptées. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'épilepsie et les actions menées par l'association Épilepsie France dans le département, direction le site internet www.epilepsie-france.com. 2 mots de sport avec d'abord en ring hockey cette belle victoire de la Vendéenne ce week-end, celle de l'Angelmière. Les Lyonnais ont battu le leader du championnat, Saint-Omer, victoire 4-2. Les Vendéens sont les premiers depuis le début de la saison à s'imposer face à cette équipe du Pas-de-Calais. Je vous propose d'écouter Lucas Gaucher, l'entraîneur de la Vendéenne, plutôt satisfait du combat mené par ses joueurs pendant ce match. La différence, ça s'est fait encore une fois sur des détails. Et les détails, c'est toujours les fautes, les coups francs directs. Et puis encore une fois, sur notre capacité à vouloir râler, à chercher cette victoire. Parce que ce soir, les gars, on a eu une grosse débauche d'énergie. Mais eux aussi, on a vu un match très intense, mais très intense dans le jeu. Et puis David fait une énorme partie dans les buts. Quand on a un gardien comme ça qui sort son match, c'est bien plus facile. La Vendéenne pointe à la 3e place du classement avec 4 points de retard sur Saint-Omer. Et puis autre exploit, celui des handballeurs de Pouzauges en National 2. Les Vendéens se sont imposés face au HBC Nantes, 25-24. Une victoire arrachée dans les tout derniers instants du match à la 60e minute sur le gong final grâce à un jet franc direct marqué par Anthony Collet. Un but qui a enflammé la salle de l'Étoile. Pouzauges est actuellement 6e du classement. Vous le savez sans doute, ce mardi, c'est la Saint-Valentin. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour trouver une idée de cadeau pour votre amoureuse ou votre amoureux. Certains joueront sans doute la carte de l'originalité, mais l'un des cadeaux les plus offerts pour ce jour spécial, ce sont les fleurs. La Saint-Valentin représente d'ailleurs en moyenne 10% du chiffre d'affaires annuel des fleuristes. Mais attention au choix du bouquet, car toutes les fleurs ne veulent pas dire la même chose. Apolline Laurent s'est penchée sur ce langage amoureux des fleurs. 3 roses, je vous mets 3 de la même couleur ou 3 de couleurs différentes? Qu'est-ce que vous conseillez? On peut mettre de couleurs différentes. Qui a dit qu'offrir un bouquet le jour de la Saint-Valentin était une mince affaire? Car ce qui se veut être un cadeau d'amour et de passion peut très vite se transformer en catastrophe si vous n'avez pas prêté attention à leurs couleurs. Car oui, les fleurs ont leur langage. Souvent j'offre des roses rouges, ça correspond à l'amour. Maintenant, après, je pense que c'est le geste qui importe, pas forcément la couleur. Merci beaucoup. Le geste est en effet important, mais parmi les centaines de variétés disponibles, certaines sont vraiment à bannir le soir de la Saint-Valentin. Le jaune, c'est très beau, c'est lumineux, c'est printanier, mais le souci, c'est que c'est souvent symbole de trahison. Donc, c'est rare quand même qu'on l'offre. Pour la Saint-Valentin, on choisit plutôt un autre jour que la Saint-Valentin pour faire sa déclaration de trahison. Mais il y a d'autres fleurs ou d'autres plantes où c'est la joie d'aimer. Donc ça, c'est mieux quand même pour la Saint-Valentin, c'est l'azalée. L'azalée, ce que ça veut dire, c'est la joie d'aimer. Donc c'est une plante qui change. L'azalée, mais aussi l'anémone et sa persévérance, le lilas blanc et son message d'amour, ou encore la tulipe, qui selon les couleurs, représente une déclaration d'amour plus ou moins enflammée. Autant de fleurs qui changent de la traditionnelle rose rouge. Cette dernière reste pourtant l'indétrônable star de la fête des amoureux. L'ardeur, l'effervescence de la déclaration d'amour et tout ça. Et donc, du coup, les gens se portent beaucoup vers
les rosiers, que ce soit en pot ou la rose travaillée en fleurs coupées. Et aussi, on a aussi un petit peu de demande sur la rose stabilisée. C'est une rose qui est traitée pour durer plusieurs années. Alors, si vous voulez que votre couple tienne autant que cette rose, mieux vaut donc se méfier et bien choisir son bouquet. Après la fête des mères, la Saint-Valentin est la deuxième fête la plus importante pour les fleuristes. Ils enregistrent 20 fois plus de ventes que lors d'une journée normale. Avant de se quitter, un mot de la météo avec un temps assez couvert prévu ce mardi. Encore quelques gouttes de pluie, amélioration à prévoir dans l'après-midi. Avec le retour du soleil, les températures resteront douces. Il fera 13 à 14 degrés au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.